Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Horacio Castellano-Moya, un mot à mot. On est heureux de vous recevoir dans cette émission. Et publié chez Métayer, Le rêve du retour, El sueño del retorno. C'est un livre qui parle du Salvador. Horacio Castellano-Moya, vous êtes écrivain, journaliste, chroniqueur. Vous êtes né à Tegucigalpa, au Honduras, en 1957. Dans votre œuvre, il y a des nouvelles, des essais, des anthologies de poésie. Me gustaría empezar con la vida que llevé desde que nací. J'aimerais commencer avec une question qui porte sur votre vie d'errance. Depuis 1957, votre vie est marquée par l'errance. Parce que, par exemple, vous n'avez vécu que 10 ans au Salvador, et après, vous avez beaucoup voyagé, notamment en Amérique latine, au Mexique, par exemple, également en Europe, ou encore au Japon. Qu'est-ce que c'est que cette vie d'errance ? Ma vie d'errance. Moi, j'ai vécu 3 longs moments définis et peut-être 4. D'abord, je suis né au Honduras où j'ai vécu 4 ans et on m'a emmené au Salvador. Et après, j'ai vécu au Salvador 17 ans parce que j'en suis parti quand j'avais 21 ans. Je suis parti, je suis allé un peu partout, en Amérique centrale, au Canada, encore en Amérique centrale, et après je me suis établi au Mexique 10 ans. Pendant 10 ans, très précisément, ce fut exactement une décennie. Comme journaliste ? Oui, comme journaliste. Dans une agence de presse salvadorienne ? J'ai eu plus de travail que de cheveux sur la tête. J'ai commencé avec une agence du Salvador et après j'ai travaillé pour une revue de l'université, une autre agence latino-américaine, j'ai travaillé au cahier du tiers-monde, j'ai eu plusieurs emplois. Ensuite, je suis revenu au Salvador en 1991, à la fin de la guerre, et là j'y ai vécu jusqu'en 1997. J'ai encore vécu 6 ans au Salvador. Et après, je suis parti. Je n'y ai plus jamais vécu. J'y retourne, mais je ne suis plus retourné y vivre. Et depuis 1997, je considère que j'ai plutôt eu une vie d'errance, Guatemala, Mexico, Allemagne. Je suis allé en Suisse, en Espagne, au Japon, et maintenant les États-Unis, où je suis depuis 8 ou 9 ans. Ce qui commence à m'inquiéter parce que c'est une longue période. C'est une vie qui est marquée par un fait fondamental. Quand je suis parti d'El Salvador, à 21 ans, c'était le commencement de la guerre civile. C'était le moment le plus difficile, de plus grande instabilité. Et je suis parti et j'ai appris à vivre sans penser à l'avenir, mais au contraire, en pensant à survivre. J'ai toujours été, non par une volonté ou par un projet, mais plutôt en saisissant les opportunités qui se présentent à moi. Est-ce que vous avez eu des hésitations entre la possibilité de prendre les armes d'un côté et de l'autre côté la littérature ? Parce que quand même, vous avez vécu les juntes, les escadrons de la mort, donc il y avait un choix possible. Non, moi je n'ai jamais pensé que je prendrais les armes. Ma génération est entrée dans la lutte armée. Et quand je suis parti d'El Salvador, j'ai fait un essai là-dessus qu'a publié la revue Letras Libres. Il y a quelques années, où je parle des années 1979 et 1980 au Salvador. Et à la fin de 1978. Nous avions un groupe littéraire, nous publions une revue littéraire,
faite par de jeunes écrivains. J'étais poète, nous étions tous poètes. Et peu à peu, tous les membres du groupe sont entrés dans la guérilla. Mais je suis parti du pays. Je suis parti au Canada. Pour moi, il était clair que je n'avais pas assez de foi pour ça. Je voudrais qu'on regarde un reportage sur l'ambiance qui existait dans votre pays à cette époque. Podemos decir lo que se ha pasado, sí. ¿Qué se ha pasado? Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Ils sont venus à 2 heures du matin pour emmener mon enfant. À 2 heures du matin, ils sont venus. Il avait 14 ans. Et en plus, ils ont emmené ma fille. Elle a 12 ans. Elle s'appelle Julie Esther Ruiva. Comme elle criait, ils sont allés la chercher dans sa chambre. Ils l'ont poussée violemment avec leurs fusils. Ils lui ont donné des coups de crosse dans le dos. Ils l'ont entraînée dans une ruelle sombre et ils l'ont jetée par terre, là-bas, où il y a une haie de bambou. Des cas de ce genre se répètent constamment au cours des perquisitions qu'ils effectuent presque quotidiennement dans tout le pays. Si vous le voulez, vous pouvez recueillir d'autres témoignages de personnes dans le même cas, qui ont été arrêtées. Et les soldats, en plus de l'arrestation des jeunes membres de la famille, se livrent à des violences sexuelles. Des exemples de ce genre ne donnent qu'une faible idée de ce qui se passe véritablement dans notre pays. De plus, ils assassinent ensuite ceux qu'ils ont arrêtés. Voilà ce qui se dit pendant ces années-là au Salvador, dans les années 80, les escadrons de la mort, la guerre civile, guerra sucia. Vous quittez le pays, vous partez. Pourtant, vous faites dire à Erasmo, dans votre livre, vous lui faites dire que El Salvador es el ombligo, es su ombligo, le nombril, hein, le nombril de ce qu'il est, de su persona. Et pour vous, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le Salvador est le nombril de votre monde à vous? En tout cas, c'est le cordon ombilical de ma littérature. Autrement dit, un écrivain comme moi écrit fondamentalement à partir des expériences qu'il a vécues à certaines époques de la vie. Et cette époque de la vie correspond surtout au moment de l'adolescence, de la première jeunesse. Toute mon adolescence et les premières années de ma jeunesse ont été marquées par El Salvador et en fonction de la guerre au Salvador. Et donc elles ont toujours de l'importance et je continue à écrire sur des choses qui sont en relation avec cette période de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est comme une réalité si dure qui me blessait psychologiquement. C'est le moment où je connais la mort, c'est le moment où on tue mes amis, c'est le moment où tu ressens ce qu'est la terreur, c'est le moment où tu as des émotions et des passions très fortes. La violence est partout dans votre œuvre romanesque. Mais en même temps, vous dites de votre œuvre que ce n'est pas une œuvre politique. Vous dites que l'objet de votre œuvre est d'abord la littérature. En fait, la politique est présente, mais en toile de fond. Parce que les personnages ne sont pas obligatoirement politiques, mais la politique est comme une toile de fond. Tout fonctionne dans cette ambiance qu'autorise la politique et la violence. La violence est l'expression de la politique. C'est ce qui s'est passé dans le cas du Salvador. C'est ce qui s'est passé dans tout pays qui connaît la guerre civile. Ce que je ne partage pas, c'est l'idée d'une littérature politique et qui n'est que cela, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de notre genre. On peut créer une littérature politique en ne parlant que des hommes politiques, des partis, de toutes leurs intrigues et tout ce qu'ils font pour arriver au pouvoir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les hommes politiques ne m'intéressent pas. El Asco est le premier livre qui vous fait connaître en France. Vous avez été traduit en France aux Allusifs, maison d'édition aujourd'hui disparue. El Asco, c'est le dégoût. Qu'est-ce qui se dit dans El Asco, dans le dégoût? Le dégoût, c'est un exercice d'imitation de Thomas Bernhard, l'écrivain autrichien.
Exactement, c'est Thomas Bernard à Saint-Phal. J'ai écrit ce livre comme une espèce d'exercice ludique, une espèce de jeu en imitant Bernard et avec l'idée de me remettre dans la tête la voix de Bernard. Je l'avais beaucoup lu et comme elle est très musicale, très monothématique, cela finit par vous inoculer, à se coller à vous et j'ai donc commencé à écrire sans savoir que j'en ferais un livre. Mais j'ai voulu faire exactement ce que fait Bernard avec l'Autriche, c'est-à-dire critiquer le Salvador en allant au plus profond, non seulement de sa politique, mais de ce que sont les éléments essentiels de sa culture, de sa vie quotidienne. La mofa, la satira sont todo el La dérision, la satire ne sont jamais loin dans votre travail et dans votre œuvre et dans vos romans. sarcastico. Vous êtes féroce, sarcastique, tout le temps quasiment. Pourquoi? Peut-être que j'en ai hérité, parce que ce n'est pas intentionnel. Je crois que je viens de familles où il y a dû y avoir probablement des gens qui avaient une langue très vipérine, c'est-à-dire une langue très forte, avec une capacité pour le sarcasme et pour la cruauté mentale. Parce qu'il y a beaucoup de cruauté mentale, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est comme aller jusqu'au bout du mal que tu peux faire. Vous utilisez souvent la première personne dans votre écriture. Pourquoi? Il y a beaucoup de romans qui ne sont pas à la première personne. La Servante et le catcheur. Oui, en français, oui. Il y a cet autre livre aussi qui s'appelle Effondrement. Mais moi, j'aime beaucoup la première personne. Y monólogos, por ejemplo. Oui, parce que je suis un écrivain qui travaille beaucoup à partir de l'oreille. Et c'est à partir de l'oreille que je me lance dans des constructions mentales. Et quand il s'agit de romans qui concernent des constructions qui se passent dans ce qui est dans l'esprit du personnage, je préfère la première personne, parce que ça me donne plus d'intensité. Si je le construis à la troisième personne, j'aurai la sensation d'un grand éloignement, je ne me sens pas à l'aise. Est-ce qu'il y a un style Castellanos Moya? Je ne sais pas. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite, alors j'essaie de changer à chacun de mes livres, mais soudain je m'aperçois que je suis en train d'écrire un livre qui ressemble à un autre que j'ai écrit bien avant. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, le style. On peut dire que vous avez une réelle capacité à reproduire la verbosité, la logorée de vos personnages, qui souffrent quasiment de folie. À tout le moins d'hypocondrie, de paranoïa, de procrastination. Procrastination, se dice en espagnol también. Erasme, dans ce livre, par exemple, est quasiment tout le temps à se demander de quelle maladie il souffre. Il est hypocondriaque. Oui, tout le temps. C'est un personnage hypocondriaque et paranoïaque, profondément paranoïaque. J'en ai deux autres qui sont dans Des raisons, qui lui ressemblent beaucoup. Et ce sont deux personnages très paranoïaques. Dans les autres livres, il n'y en a pas autant. Mais Erasmo et le personnage de Des raisons, qui n'a pas de nom, se ressemblent beaucoup dans ce sens. Et par contre, il y a des livres, même si les personnages ne sont pas paranoïaques, l'ambiance du livre l'est. Parce que la paranoïa, qui est une maladie mentale, dans des sociétés où existe une vie tranquille, dans des sociétés où il y a une guerre civile, dans une société qui vit au milieu du crime, la paranoïa est une façon de survivre. Je m'explique, non? Parce que la paranoïa te défend, parce qu'elle te rend tout le monde suspect, grâce à ça tu peux survivre. Et alors, la paranoïa est une caractéristique sociale dans certaines sociétés. Elle devient un phénomène social et l'individu n'est plus qu'une partie d'une grande paranoïa collective, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes paranoïaque? Paranoïaque. Eh bien, aujourd'hui, je vis dans un petit village aux États-Unis où il m'arrive d'oublier de fermer la porte à clé. J'ai donc un peu perdu les réflexes paranoïaques, mais je les ai encore. Et vous avez, vous, par exemple, reçu des menaces de mort? Ah oui, au Salvador, mais ça fait très longtemps, mais c'était avec un autre gouvernement. Je dirais que vous êtes un écrivain précis, efficace, dense.
¿Está bien? Est-ce que vous acceptez ces qualificatifs? Non, au contraire, c'est un éloge. Pero para usted, denso. Denso. Dense. Pues sí, porque Oui, sans doute. la idea es entrar Sans doute, parce que l'idée, c'est d'entrer au plus profond du personnage et dans le conflit que vit le personnage. Et l'idée idea es no, que ce n'est pas... c'est de ne pas faire de concessions. no le haces concesiones al Si tu ne fais pas de concessions au personnage, tu vas lui donner de la densité. creemos que los seres Parce que nous croyons que les êtres humains sommes tous des gens simples hay una enorme et il y a une énorme complexidad complexité dans chaque être humain dont nous faisons des personnages et ils trouvent leur densité. desde esa perspectiva sí. Ouais, de ce point de vue, oui. Qu'est-ce la littérature? Qu'est-ce que la littérature pour vous? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une psychanalyse? Fundamentalmente es una necesidad. Fondamentalement, c'est un besoin d'expression, n'est-ce pas? Es una necesidad de C'est un besoin d'expression qui parfois a veces puede tener peut avoir, ou o puede creer plutôt peut vous donner des capacidades capacités curatives, autrement dit, une autolibération d'expériences que lo qui, infectan a uno de viejas qui vous contaminent de vieilles expériences, n'est-ce pas? Yo no sé eso, no Mais je ne sais Yo lo único pas. que estoy seguro La es que para seule mí chose que je sache, c'est que c'est un besoin d'expression et que si je n'ai pas ce besoin d'expression, il m'est impossible d'écrire. pasar periodos largos Je peux rester de longues périodes sans écrire. Sus referencias, Dostoïevski, Thomas Bernhard, como se dice, Onetti. en diferentes momentos de la vida À différents moments de la vie, j'ai eu différents auteurs qui ne m'ont pas quitté. recuerdo que cuando Je me souviens que lorsque j'ai commencé à écrire, pour mon premier roman, j'étais très près de Flaubert et de Kundera. extraña pero estaba muy Mais un mélange un peu étrange, mais j'étais très proche d'eux. Je me souviens que dans un autre roman, j'étais très proche d'Hermann Bosch, des écrivains d'Europe centrale, de la décadence de l'Empire austro-hongrois. J'aime beaucoup Bosch, Canetti, Karl Kraus. Tous ont été des auteurs que j'ai lus avec beaucoup de passion. Au niveau latino-américain, Onetti évidemment, et le roman noir américain aussi, où j'en ai lu pas mal. Mais plus maintenant, ce sont des périodes dans la vie. On change avec le temps. Actuellement, par exemple, je lis beaucoup d'aphoristes, de La Rochefoucauld jusqu'à Sioran, et je ne sors plus de là. Le roman m'ennuie. Háblame de Erasmo. ¿Quién es Erasmo, el narrador? Parlons d'Erasme. Qui est Erasme, le narrateur de cette nouvelle? Erasmo es el último. Erasme est le dernier. Le dernier journaliste? No, es el último. Non. C'est le dernier membre d'une famille qui s'est étendue sur 5 romans. C'est la famille Aragon. Dans le premier roman, où apparaissent les Aragon, où vous ne serez pas, qui est traduite en français. Après, c'est l'effondrement. Après, la servante et le catcheur aussi. Puis, il y en a une qui n'est pas traduite en français, qui s'appelle Tyrannique mémoire. Et Erasmo est le plus jeune de toute cette saga de personnages. C'est le seul qui reste. Il ne me reste plus qu'à le tuer. Hay elementos autobiográficos. Il y a dans ce roman pas mal d'éléments autobiographiques, le chien Trotsky par exemple, ou encore la grand-mère. Sí, hay elementos. Oui, il y a des éléments autobiographiques. Il y a des éléments autobiographiques, et même dans la famille Aragon en tant que telle, c'est une construction qui a des vases communicants avec mes familles. Mais des personnages de cette nature, c'est un peu risqué de dire qu'ils sont autobiographiques, parce que j'utilise certaines anecdotes, parce que j'utilise certaines composantes d'un caractère, mais ce n'est pas moi. Je ne me reconnais pas dans la famille. Je ne me reconnais pas. Il y a des anecdotes qui sont vraies, comme celle de Trotsky. Le chien, où il y a des histoires comme l'histoire des sphincters du docteur, comme celle du docteur. Ça, c'est un médecin qui me l'a raconté. Je ne l'ai pas inventé. Ce sont des choses que je prends et que je mets peu à peu dans l'ensemble du personnage. Ça.
Peut-on dire que Castellanos Moya est un écrivain du sarcasme ou de la satire? On peut faire cette classification. Je voudrais que ce soit un peu plus que cela, mais on peut faire cette classification en disant qu'il y a beaucoup de satire et beaucoup de sarcasme dans mes romans. Mais l'écrivain a toujours la prétention d'entrer dans une plus vaste dimension du monde. Je vais vous lire un extrait de ce texte, et donc on a affaire à un journaliste réfugié au Mexique qui va rentrer au Salvador, puisqu'il y a des pourparlers de paix entre la guérilla et la junte au pouvoir. Et avant de rentrer, il boit beaucoup. Il est en délicatesse avec sa femme, et puis il essaie de voir des médecins pour soigner sa paranoïa, son hypocondrie, etc. Et Don Chente est le médecin qu'il va voir, qui est aussi psychanalyste, et qui lui raconte l'histoire des sphincters, par exemple. Alors là où il y a sarcasme et dérision, satire, chez Castellanos Moya, il y en a ici une illustration. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous faire comprendre. Et le vieux s'est lancé alors dans un récit auquel je n'ai pas prêté grande attention au début, absorbé que j'étais dans mes craintes, mais qui a fini par m'embarquer malgré la voix basse et monotone de Don Chente et son langage extrêmement châtié. Les différentes étapes vécues par l'homme au long de son évolution durant des millénaires, chaque être humain les revit en dimension très réduite tout au long de sa vie. Avant les grandes glaciations, de même que les autres mammifères, l'homme ne contrôlait pas ses sphincters. Il errait dans la nature et vidait n'importe où sa vessie et ses intestins chaque fois qu'ils étaient pleins. Les grandes glaciations ont mené aux grands changements de civilisation. En s'abritant dans des cavernes et en se voyant forcé à une vie sédentaire, l'homme a découvert qu'il n'aimait pas déféquer et uriner au même endroit que là où il dormait. Et il a commencé à contrôler ses sphincters et à exiger des autres qu'ils fassent de même. C'est bien pour cela que la meilleure façon d'éduquer un chiot à contrôler ses sphincters, c'est de le faire dormir à l'endroit où il a fait ses besoins. De là date aussi le premier moment où l'homme a connu cette émotion que nous appelons à présent angoisse et qui consiste à devoir choisir entre deux options, ou satisfaire son instinct d'évacuer à l'endroit même où il se trouve, avec pour conséquence que les excréments resteront à côté du lit, comme nous dirions aujourd'hui, ou contrôler ses sphincters et aller évacuer loin de l'endroit où il dort. C'est un extrait du Rêve du retour, et ça a à voir avec le oui, on va dire le sarcasme, ou en tout cas la dérision qui est très présente dans l'œuvre de Castellanos Moya. Dos preguntas. ¿Cuál es tu visión del Deux mundo? questions encore. Une première question sur votre vision du monde. Le libéralisme, la pauvreté, le numérique, la grande connexion. Mi visión del mundo. opinion. Mi visión del mundo es muy negra. Ma vision du monde est très noire. Noire, noire, noire. Je crois que nous entrons dans un Moyen-Âge technologique. Je crois que la forme de capitalisme qui contrôle la planète est impressionnante. Les espaces se réduisent, tout est concentré en haut, toutes les migrations qui se produisent, c'est à cause de l'énorme concentration de richesse et de pouvoir dans des centres excessivement réduits. Je ne vois pas de forme alternative et c'est ce qui me fait voir la réalité si noire. Je crois que nous vivons un moment de grande confusion, un moment où de grandes corporations anonymes contrôlent la planète, un moment où les États ne sont que les gestionnaires des intérêts de ces corporations, et un moment où nombreuses valeurs des idées politiques et des idées libérales ne sont qu'une mascarade. Non, moi je suis quelqu'un de modéré. La última pregunta. Considérez usted como... Dernière question, vous considérez-vous comme un grand de la littérature, notamment latino-américaine? Hay una obra que se traduce. Oui, je viens d'un pays qui n'a pas de tradition littéraire. Oui, il y a une œuvre que l'on traduit, une œuvre que l'on connaît dans d'autres pays. Et ça, c'est un motif de satisfaction, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait rien qui pouvait stimuler l'écriture au Salvador. Et quand on écrit dans un pays comme le Salvador, on écrit en ayant tout qui s'oppose.
Je veux dire par là qu'il n'y a aucun appel officiel, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de marché éditorial. Tout au moins, il n'y avait pas à l'époque où j'ai commencé à écrire. C'est donc pour ça que j'écris par besoin, parce qu'en réalité, la réalité externe ne te donne aucune stimulation. Ce que donne la réalité externe t'oblige à t'arrêter d'écrire. C'est une stupidité, tu veux avoir une profession sérieuse. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire et je continue à écrire, comme ça. Et je continue à écrire un peu pour moi. Muchas gracias. Muchas Horacio gracias a ti. Castellano Moya. Merci, merci Je vous beaucoup. rappelle le titre du livre, merci de ce mot à mot. Je vous rappelle le titre du livre d'Horacio Castellanos Moya, publié chez Métayer. Ça s'appelle Le rêve du retour. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.